20 septembre 2023. Dans la Galerie des Glaces se tient un dîner en l'honneur du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. La France est en smoking, un tapis rouge a été déroulé devant la cour de marbre, la garde républicaine est au garde à vous et, dans la galerie, une table interminablement longue a été dressée. Nous sommes en République, mais on joue quand même un peu à la monarchie. Et oui, qu'on le veuille ou non, la France, c'est aussi un peu ça. Bref, la fête se passe bien et le lendemain, une polémique apparemment anodine s'empare des réseaux sociaux. Les nappes étaient grises. Or, selon les usages, une nappe comme il faut, disons une nappe au château de Versailles, devrait être blanche. Il n'en fallait pas plus. Si la France ne savait plus dresser une table, c'est qu'elle était morte. Mais que disait cette indignation du rapport des Français à Versailles? Ça prouve que plus de 200 ans après la Révolution, notre surmoi Louis XIVien est encore vif. Que Versailles n'appartient pas au passé, mais bel et bien au présent. C'est une partie vivante de notre réputation, de notre identité, de notre état d'esprit. Et à y regarder de près, ça n'a rien d'étonnant. Louis XIV voulait une grande maison. À lui, pour lui, par lui. Après avoir envisagé plusieurs possibilités, finalement écartées, il a jeté son dévolu sur Versailles, qui était à l'origine un pavillon de chasse construit par son père Louis XIII. Commence alors cette folie, au bout de laquelle Louis XIV était déterminé à aller, contre l'avis de Colbert qui répète dans des lettres adressées au souverain son opposition à un projet dont le coût est contraire à l'intérêt de l'État. En 1682, le roi, la cour et le gouvernement s'installent dans une demeure en travaux, et qui le sera encore à la mort du roi Soleil. Le dernier chantier d'importance, la chapelle royale, se termine en 1710, soit 5 ans avant la mort de Louis XIV. Le Versailles, dans sa version Roi Soleil, disons, est au fond plus pompeux que raffiné. Les pièces de cette époque, baroques et menaçantes, celle du grand appartement par exemple, impressionnent plus qu'elles n'émeuvent. Il y avait bien sûr des endroits poétiques, comme la fameuse grotte artificielle de Tétis, dont le décor subjuguait tous les visiteurs. L'entrée avait la forme d'un arc de triomphe, les murs étaient recouverts de coquillages, le sol de marbre, et des statues dédiées à Apollon trônaient dans des niches. Après la mort de Louis XIV, la cour part pour Paris pendant la période de la Régence. Elle y revient finalement avec Louis XV à l'été 1722. Ce jeune roi, dont la France est entichée, s'approprie Versailles et lui impose des réformes. Il assouplit tout, le protocole, l'architecture et l'ameublement. Si le roi Soleil avait domestiqué la noblesse, Louis XV a lui domestiqué Versailles au sens bourgeois du terme. Il veut pouvoir vivre dans ce lieu qui n'avait été pensé que pour paraître. Si la chambre de Louis XIV, celle qu'on visite aujourd'hui, reste la chambre officielle du roi, c'est-à-dire celle où ont lieu les cérémonies du lever et du coucher, le monarque dort réellement dans une autre, aménagée dans des petits appartements. Versailles est à ce point lié au pouvoir que le saccage du château lors des journées d'octobre 1789, au terme desquelles Louis XVI et Marie-Antoinette partent pour Paris, s'apparente à une cérémonie de déchéance militaire. Tutoyer la reine, l'affubler, elle, son mari, ses enfants, de surnoms, piller les salons, les chambres, bref, profaner Versailles revenait à lui dénier sa fonction. Après ça, les princes ne s'y sont plus risqués. Louis-Philippe en fit un musée dédié à l'histoire de France, lui donnant ainsi une mission symbolique, conserver la mémoire de la patrie. Nos chefs d'État y reviennent pour se rappeler que ça existait, comme une insolence avec laquelle ils peuvent flirter sans jamais se l'autoriser. Sans doute pense-t-il qu'en déambulant dans le château, un peu de Louis XIV pourrait déteindre sur eux. Un banquet par-ci avec un président russe, une promenade volée, de nuit, dans les jardins, un coup de Versailles, comme ça, de temps en temps, pour rappeler à la France et au monde qu'en chaque Français subsiste un peu du tempérament du roi Soleil, de cette organisation si singulière du pouvoir, où la force et la puissance se traduisent par le raffinement et l'apparence.